Dans Lady vous écoute, les femmes toujours dans l'actualité sur fond de campagne avec ONU Femmes, 16 jours d'activisme contre les violences faites aux filles et aux femmes. Nous allons avec nos deux invités du jour parler de manière transversale car les violences ne sont pas seulement là où on les attend, elles sont là où on ne s'y attend pas. Merci de recevoir avec moi Isabelle Mougère. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour à tous. Journaliste à TV5 Monde, c'est une terrienne que vous retrouvez sur le site www.tv5monde/terrienne. Et avec nous, Sylvie Bréban. Bonjour Sylvie. Bonjour Lady. Journaliste à TV5 Monde, rédacteur ou rédactrice en chef, que dois-je dire? Rédactrice. Voyons, rédactrice, Lady. on va parler au féminin. On va parler au féminin, rédactrice en chef des terriennes. Alors, les femmes toujours dans l'actualité. Vous avez bien évidemment, mesdames, eu vent de la campagne ONU Femmes, n'est-ce pas? Bah oui, on en a même rendu compte dans Terrienne. Hein. Oui. C'est bon, alors, c'était un jour avant. Hein. Il y avait qu'un jour pour parler des violences faites aux femmes. 25 novembre. Le 25 novembre. Maintenant, ça s'est élargi. On a le droit à 15 jours. Mais en fait, il faut bien dire que les violences faites aux femmes, c'est un sujet tellement universel parce qu'il n'y a aucun milieu social qui y échappe. Aucune culture, aucun endroit de religion, etc. Mais tout le monde y passe. Donc il n'y a pas de sujet plus universel et j'ai envie de dire il faudrait le faire 365 jours par an. Hein, je suis bien d'accord. Alors à partir de 16 jours, on va suggérer 28 jours. 28 jours, si ça me dit quelque chose. Un petit cycle. Oui, par exemple. Isabelle? Non, bah oui, on s'interrogeait sur cette couleur orange. Bon, voilà, oui. il fallait choisir une couleur peut-être et un slogan, oranger le monde. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais le but c'est de rassembler et puis de mettre le doigt là où ça fait mal, si on peut dire, puisqu'on parle des violences. Il y a les petites, les moyennes, mais il n'y a pas de petites violences parce que même des petites violences, quand elles sont répétées, elles sont insinueuses comme ça, elles sont cachées. Toutes les violences sont importantes et c'est souvent celles-là justement qui sont les plus dangereuses aussi parce qu'on n'en parle pas. Il y a eu un procès cette semaine en France, cette femme qui a été en même temps, il condamnée. faut pas se prononcer parce qu'on ne sait pas, on connaît pas tout. On ne sait pas, c'est vrai. Mais bon, voilà, quand elle raconte les sévices subis pendant près de 46 ans par un mari qui la battait, voilà, là, on est dans vraiment le cas de figure un peu pas banalisé, mais et qui n'a jamais osé en parler et se battre. Jusqu'au drame, quoi. Bon, alors après, évidemment, elle a tué son mari, c'est pour ça qu'elle est jugée aujourd'hui, elle sera sans doute condamnée, c'est normal, c'est la justice, mais on peut peut-être justement mettre en alerte des choses avant, tirer le signal d'alarme bien avant d'en arriver là. Nous avons une petite affiche. La violence envers les femmes est un sport universel. C'est Amnesty International qui propose cela. Oui, et alors, à propos d'universalité, il faut rappeler que l'Organisation mondiale de la santé, voilà 2 ans, a élevé les violences faites au mal au titre d'épidémie mondiale. Violence faite au mal. Aux femmes. Aux femmes. Ouais. Lapsus révélateur. J'ai fait Elle est en faites au bleu, mal. c'est pour ça, c'est la Oh couleur là là, des garçons. Non, je voulais dire mal, C'est le une mal, belle perle. le mal. mauvais, Oui, Sans voilà. accent circonflexe. Et donc, c'est devenu depuis 2 ans une épidémie mondiale. alors, quand il y a une épidémie, l'Organisation mondiale de la santé se penche dessus, peut-être, et toutes les autres institutions. En tout cas, on voudrait peut-être savoir comment, au quotidien, les femmes elles-mêmes perçoivent cela, parce que peut-être que quand les institutions sont engagées sur ce front, que nous en parlons, que les médias en parlent, peut-être que, vu de leur quotidien, les femmes, parfois, peuvent se dire on en fait trop et relativiser, peut-être se familiariser, s'habituer à certaines formes de violence et finalement ne pas y voir de la violence en soi. Bah, on peut pas il faut qu'on se relève de combien de millénaires non seulement de religions, comme on dit, monothéistes et judéo-chrétiennes, où les femmes ont toujours été amenées à ne pas prendre la parole, etc. Mais il y a un truc qui est absolument aussi commun partout dans le monde, aussi bien en France, à Paris, dans le 16e arrondissement, qui est un quartier chic de Paris, qu'on va dire qu'à Kaboul ou ailleurs, c'est la honte d'évoquer la violence qu'on subit. C'est-à-dire pas la violence qu'on fait, mais la violence qu'on subit, qu'on reçoit. Et ça, c'est universel aussi. Et c'est de ça, d'abord, dont les femmes doivent se sortir. Alors, c'est aussi parce que
elles n'ont pas d'endroit où en parler, que souvent quand elles en parlent, alors il y a même des régions où quand elles viennent dire qu'elles sont victimes de violences, c'est elles qui sont punies. Mais autrefois aussi, et c'est encore le cas aujourd'hui par exemple en France, il y a des endroits, des commissariats qui ne sont pas bien formés ou bien formés mais qui ne veulent pas faire ce qu'il faut et qui rejettent ces femmes victimes de violences. En tout cas, en France, il y a un comité ONU Femmes. Vous étiez présente dans la campagne He for She. En fondu, c'est déjà cela, les hommes qui s'engagent contre les violences faites aux femmes. C'est important que les hommes aussi soient sollicités et associés à ce combat-là. Et oui, justement, ça permet de mettre de côté ces réactions qu'on peut avoir. Des fois, il y en a marre, les femmes, les violences, ouais, bon, et alors c'est toujours une espèce de banalisation de ce phénomène. Au moins, si les hommes y participent et deviennent aussi porte-parole et même acteurs pour lutter contre les violences faites aux femmes, je pense que ça peut, évidemment, ils sont les bienvenus et au contraire, ils sont indispensables, vraiment. Et pendant qu'ils sont en train de faire cela, ils ne sont pas en train d'être les bourreaux. Exactement. Oui, en général, ceux qui s'engagent, ils ont vraiment, voilà, ils en sont loin. Mais bon, voilà, chacun a une histoire particulière, et c'est vrai que dans chaque engagement, il y a sans doute des choses à chercher, mais on a besoin d'eux, bien sûr. C'était notre petite mise en bouche. Nous allons donc aborder un sujet que l'on retrouve sur le site d'Ethériane, sur TV5 Monde. Il y a un documentaire dont vous avez parlé qui s'intitule « Paroles de musulmanes », paroles de femmes musulmanes. Alors, c'est un documentaire qui a été produit avec le soutien d'Amnesty International, qui a été réalisé entre autres par Alain Grèche, par Nadia Fari et par Chris Den Hong. En fait, leur démarche a été celle-ci. On parle des femmes musulmanes tout le temps en France, et ces derniers temps, souvent pour les stigmatiser, parce que peut-être qu'il y en a un peu plus qu'auparavant, portent le foulard. Donc, on parle toujours d'elles, on parle à leur place et on ne leur donne jamais la parole. Et donc, ils sont allés à leur rencontre et on en voit plein qui parlent, très diverses, dès qu'ils portent le voile, dès qu'ils ne portent pas, dès qu'ils sont ceci, dès qu'ils sont cela, des jeunes, des sportifs, des pas sportives et tout. Et je pense que après, on peut dire, oui, on est contre le foulard, etc. Bon, chacun est libre de penser ce qu'il veut, bien sûr, mais au moins qu'on les écoute. Alors, on va prendre 2 minutes de ce documentaire pour écouter ce que disent certaines de ces femmes. On regarde ceci ensemble. Je suis française de confession musulmane. Je suis musulmane, je suis femme française musulmane. Je suis musulmane, d'origine marocaine et italienne. L'islamophobie, elle s'aggrave. Oh là là. C'est tous les jours, c'est un quotidien. Moi, j'ai pas l'impression d'être soumise à qui que ce soit, et encore moins à un homme. Pendant les 3 jours, elle a mis son personnel à m'espionner, à me suivre. Trouver du travail, c'est difficile pour tout le monde déjà, avant tout. Parce que j'ai beaucoup d'amis qui ne sont pas musulmans qui ont du mal à trouver du travail. Après, c'est vrai que sur le CV, par exemple, moi j'ai peur de mettre ma photo pour la simple et bonne raison, c'est que sur ma tête, on voit que je ne suis pas française de souche. J'ai des amis voilés, donc j'ai une amie qui ne veut pas retirer son voile. Donc pour le fait qu'elle ne veut pas retirer son voile, elle se met elle-même un frein. Mais on lui met le frein, donc on lui donne le moyen de se mettre ce frein-là, puisqu'elle ne veut pas retirer son voile, et on lui dit tu ne seras pas embauché si tu ne retires pas ton voile. Indéniablement, il y a une discrimination qui vise, pour moi, directement les musulmanes. Elles sont capables de faire très très peu de boulot, sauf peut-être pour être femme de ménage. Là où on peut arriver avant tout le monde, nettoyer la crasse des gens et repartir, là ça ne pose pas de problème. Mais même pour être nounou, chez soi, ça pose aujourd'hui problème, le foulard. Donc pour moi, oui, c'est l'islam qui est visé et oui, c'est les musulmanes qui sont visées précisément. Quand les parents venaient pour signer un contrat, ils me disaient non, mais vous inquiétez pas, ça ne me dérange pas que vous êtes voilés. Et puis on n'avait plus du tout de nouvelles. Mais ils ne peuvent pas le dire parce qu'on peut les attaquer. Mais on sent que c'est ça qui dérange. Parce que quand on est au téléphone, ça se passe très très bien. Et quand on nous voit, c'est autre chose. Parce qu'on est voilés. Ils ont peur. On ne se met pas à l'écart. C'est vous qui nous mettez à l'écart. Et on en a tellement après marre que oui, on se met après à l'écart. Et encore, on fait des efforts pour être là, pour dire on est présent. Mais on ne veut pas nous écouter, mais pas du tout. On veut nous écouter seulement par rapport au portefeuille
ou par rapport aux élections, c'est tout. Là, par contre, ils savent qu'il y a une très très forte communauté musulmane. Voilà donc quelques extraits. Isabelle, est-ce que finalement, où se trouve la liberté des femmes à faire le choix, à pouvoir faire le choix de porter le voile ou de ne pas le porter? Est-ce que quelque part la question de la violence là aussi ne s'immisce pas, ne s'invite-t-elle pas dans cette question? Là, dans ce documentaire, justement, le prisme qui a été pris, c'était de ne pas faire attention, est-ce qu'elles portent un voile ou pas. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'elles ont à dire, vraiment. Et c'est, comme le disait Sylvie, on ne leur donne pas souvent assez la parole. Bon, pourquoi elles portent le voile, c'est pas la question qu'on leur a posée dans ce documentaire. On a voulu justement... on apprend ce qu'elles vivent au quotidien, ces femmes musulmanes. Et en fait, ce sont des femmes comme tout le monde. C'est si simple à dire et tellement évident, sauf que bon, il fallait pouvoir les écouter aussi et pouvoir leur donner un espace de liberté, de communication, de s'exprimer. Donc voilà, il y a une jeune femme très belle qui justement, elle porte le foulard et qui exprime son émotion et qui a vécu autour d'elle des violences, qui elle-même parle de la manière dont elle vit, de ce regard qu'on lui jette dans la rue. Et du coup, elle s'est mise à prendre la boxe. Hein. Elle est incroyable, cette nana, j'ai envie de dire, parce que voilà, ça pourrait être une copine à nous, si on la connaissait. Et bon, voilà, il y a cette femme-là, il y en a une autre aussi qui est nounou, qui garde des enfants. Elle explique très, très, très précisément. Alors voilà, quand les parents m'appellent au téléphone, ça se passe très très bien. Voilà, donc ils sont prêts à me confier leur enfant. Puis au moment où on se voit, bon, alors, donc cette femme porte le foulard, c'est une femme d'un certain âge, elle a une cinquantaine d'années peut-être. Et elle dit, je sens là tout de suite qu'il y a une réserve. Bon, ben voilà, et ben, ça leur fait du bien, ces femmes, de s'exprimer. C'est bien de le savoir, parce que est-ce que c'est si important que ça? Moi, j'ai une nounou pour ma fille, elle avait le foulard, et ben, je pense que Habiba, je pense encore à elle aujourd'hui, on la voit toujours. Ça s'est très bien passé, ça n'a rien changé. Honnêtement, il faut essayer de mettre ça de côté. C'est pénible, quoi, d'essayer de concentrer toujours ce débat sur les femmes musulmanes autour du foulard. Elles ne sont pas... Enfin, on s'en fiche. Enfin, voilà. Après, on a le droit, comme le disait Sylvie, elles ont le droit ou pas. C'est un choix, c'est pas un choix. C'est vrai qu'il peut y avoir des cas difficiles. Parfois, il faut le reconnaître aussi, peut-être qu'on leur impose. Voilà. Et parfois, c'est leur propre choix. La violence peut s'inviter. Oui, évidemment. Mais là, déjà... qu'elles puissent s'exprimer. Et certaines ont le foulard, elles s'expriment en toute liberté. Il y en a une qui le dit d'ailleurs. Demandez à mon mari, allez lui demander à mon mari si je suis une femme soumise. On va voir. Déjà d'abord. Voilà. Bon. Et en plus, je voudrais poursuivre, c'est que pour les hommes, mais on ne fait jamais un commentaire sur le fait qu'il soit barbu ou pas barbu. Voilà. Donc, c'est quand même incroyable, quoi. C'est vraiment... C'est-à-dire que là, il y a une discrimination qui est absolument propre aux femmes. Et d'ailleurs, quelqu'un disait, c'est un homme à juste titre, mais pourquoi interdire le voile et pas le boubou? Exactement. Parce que, en fait, c'est ce qui est porté par les femmes. Alors, vous pouvez retrouver ce documentaire sur le site TV5 Monde/Les Terriennes. Vous avez eu des réactions après l'avoir mis en ligne? Oui, alors effectivement, donc on a une page Facebook, Les Terriennes, et donc on met nos publications sur cette page. Et là, il y a eu plein de commentaires. Et les commentaires se focalisent uniquement sur ce vêtement, c'est tout. C'est-à-dire que on ne veut pas les écouter si elles portent le foulard. Peu importe si elles disent qu'elles l'ont porté elles-mêmes pour des raisons qui leur sont propres. Il y a des crises d'adolescence, il y a des crises d'identité, il y a de la foi religieuse, il y a de l'interprétation. Peu importe toutes les raisons. Mais bon, en même temps, ce qui est intéressant, c'est que d'autres répondent, mais arrêtez, regardez plutôt ce qu'il y a dans leur tête que sur leur tête. Bon, voilà. Mais il y a énormément de réactions là-dessus. C'est comme si les femmes occidentales en France, parce que je pense que c'est pas du tout la même chose, par exemple, au Royaume-Uni ou en Allemagne, ou même en Italie. Et d'ailleurs, je le sais, c'est pas que je le pense, c'est que je le sais, les femmes en France, c'est quelque chose qu'elles ne supportent pas. Il faudrait presque une lecture psychanalytique. Alors allons-y, franchement, à quoi pensez-vous que cela soit dû? Je ne sais pas. Docteur. Moi, franchement, j'avais posé la question à Alice Cherki, qui est une psychanalyste qui a exercé en Algérie, qui était l'assistante de Frantz Fanon, donc c'est une référence qui s'est battue pour l'indépendance de l'Algérie, etc. Et même elle, je me souviens qu'elle avait des difficultés à
à trouver une explication. Bon, on peut dire évidemment quand il y a le voile intégral, ça va de soi. Mais pour le reste, par exemple, on n'a pas cette réaction vis-à-vis des bonnes sœurs. Alors peut-être que ça a à voir avec ce qu'on appelle le retour du refoulé, d'un inconscient collectif par rapport à la colonisation. Peut-être que ça a à voir avec ça. Alors, on va quand même relever que ce sont des femmes qui finalement, elles partagent en commun avec toutes les autres femmes l'envie d'être libres dans leur choix, avec ou sans voile. Pourquoi cela n'interpelle-t-il pas Il y a circulé, il n'y a rien à voir, quoi, je dirais, c'est tout. Et oui. Voilà. Il y a tout un courant féministe aujourd'hui en France, pas forcément ailleurs, c'est pas le cas aux États-Unis, au Canada, si ça existe aussi. Les féministes sont vraiment divisées sur cette question-là, mais c'est de façon radicale. C'est vraiment. Si une femme doit pouvoir être libre, qu'elle fasse le choix de pouvoir faire ce qu'elle a envie de faire, sinon c'est tout simplement de la violence. Alors, de telles violences qui sont plus subtiles encore, peut-être que celles-là, elles deviennent en quelque sorte secondaires, parce qu'on veut voir la violence physique, la violence conjugale, celle qui laisse des traces, et les violences institutionnelles, les pesanteurs sociales, personne n'en parle, ça n'en fait pas moins des violences. Absolument. C'est vrai. C'est pour vous, à ONU Femmes, peut-être qu'il faudrait s'attaquer à ces aspects-là. Un dernier point, Simone de Beauvoir portait le foulard. Oui, en permanence, oui. Non, très sérieusement. Mais oui, c'était un phénomène de mode à l'époque même. Après, mais plein de moi, femmes l'ont copié. Ma grand-mère le portait à la Simone de Beauvoir d'ailleurs. Ah non, ma grand-mère le portait pas à la Simone de Beauvoir. Ma grand-mère, elle venait d'un shtetl, du ghetto de Varsovie, et je l'ai jamais vue sortir sans son foulard sur la tête. Alors, je pense que ça n'apparaissait pas. Bon, il y a cette focalisation autour de l'islam aujourd'hui, mais bon, c'est, franchement, fouf. On n'a pas fini, je crois, malheureusement, en France. On n'a pas fini. Alors, avant que de parler d'un tout autre type de femme, on va quand même faire un petit tour par l'actualité COP21. On en parle beaucoup. Parlons au féminin COP21. Vraiment, les femmes vont-elles y trouver leur compte? Il y a eu tout ce balai de limousines, de motards, de présidents venus de tous les pays du monde. Mais Madame Lambda, dans sa petite campagne, est-ce que son quotidien va pouvoir changer? N'y a-t-il pas de la violence institutionnelle? Est-ce qu'elle n'a pas été associée à la table des négociations? On pourrait vous les avez inviter. vu la photo de famille? 7% de femmes. On en a parlé dans Terrienne, c'était notre coup de griffe de la semaine. Parce que franchement, c'était drôle. Souvent, les politiques disent que les femmes ne veulent pas s'engager. Oui, évidemment. Oui, bien sûr. Bon, on va rigoler 5 minutes, puis après on revient. Non, mais cette photo, mais c'est incroyable. C'était vraiment ce panel de costumes gris. Que d'hommes. Puis on cherchait la couleur, et en fait, chercher la couleur, chercher les femmes. Voilà, les seules taches de couleur, un petit peu, c'était les femmes qui un peu venaient égayer cette panoplie un peu sombre, tellement sérieuse. Ont-elles eu la parole? Ont-elles eu vraiment, ont-elles pu peser de leur présence? Là, il y a le côté des dirigeants. Donc là, c'est flagrant, c'est une espèce de... Les hommes dirigent le monde. Voilà, là, c'est clair, on voit les chiffres, il n'y a même pas besoin de regarder les statistiques, c'est tellement... ça crève les yeux. En revanche, au poste décisionnaire, il n'y a pas beaucoup de femmes. En revanche, dans les couloirs, je peux vous dire qu'il y a plein de femmes. Que font-elles? Dans les ONG, elles sont même majoritaires dans certains secteurs. Et donc, elles négocient, parce que c'est des bonnes négociatrices, les femmes, il ne faut pas l'oublier. Vous êtes optimiste alors sur les retombées sur les populations féminines? Alors après, elles sont négociatrices là, dans cette COP21, mais elles sont aussi actrices sur le terrain, on le sait, sur le continent africain, c'est par elles. Elles sont les premières victimes du réchauffement climatique. Et elles sont les premières actrices sur le terrain, donc celles qui vont chercher l'eau, qui s'occupent des cultures. Donc on ne peut pas se passer des femmes pour sauver la planète. Alors, oui, Sylvie, Cela dit, donc effectivement, lors des séances d'ouverture, donc Laurent Fabius, qui préside à la COP21, a rappelé que ça devait être un thème majeur. Mais est-ce que vous en avez entendu beaucoup parler dans les médias, par exemple? C'était la question que j'allais poser. On en parle plein dans Terrienne. Alors, on a fait plein de portraits de femmes qui se battent. Par exemple, cette Sud-Africaine qui est formidable, qui est une biologiste et qui se bat pour trouver des plantes qui ne meurent pas. Pour nourrir, des céréales. Bon, mais finalement,
à part dans des sites, on va dire, ou dans des émissions. Dans Lady vous écoute, c'est sur Terrienne. Voilà. Exactement. Donc, c'est un sujet dont on ne parle pas. On ne donne pas beaucoup la parole. On revient au sujet précédent. Alors, tout de même, faut-il pas revenir, tant que nous y sommes, sur comment est-ce que les femmes sont aux premières loges de la question du réchauffement climatique? Parce que finalement, ça peut paraître abstrait, pas grand monde ne se rend compte vraiment. Et quand on parle de violence institutionnelle, tant que nous y sommes dans cette campagne de 16 jours, que faudrait-il relever? Alors, Isabelle l'a dit, c'est-à-dire que dans les zones agricoles, qui sont quand même encore les zones territoriales les plus importantes dans le monde entier, elles sont directement menacées par les conditions, le réchauffement climatique, que ce soit les inondations, etc. Mais il y a plus que ça aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique a des conséquences géopolitiques. Et par exemple, quand vous voyez autour du lac Tchad le conflit qu'il y a avec Boko Haram, etc., les chercheurs maintenant ont mis en évidence, en fait, au jour que c'était lié aussi à la désertification et au rétrécissement du lac Tchad. Donc, Boko Haram, avec les conséquences que ça a sur les femmes, etc., et ben voilà, par exemple, là aussi, on a quelque chose qui comme semble... le nez au milieu de la figure. Voilà, très concret. exactement. Nous allons donc parler d'un tout autre modèle de femme et peut-être que s'engager sur le front, être active, être performante, c'est là le compte-rendu du 7e congrès de l'ONG Africa Femmes Performantes qui s'est tenu à Paris la semaine dernière. Nous regardons ensemble ce petit résumé et puis commentaires. Qui porte l'enfant, c'est la femme qui donne la vie, c'est la femme qui fait tout, qui éduque un enfant et qui met au monde. Si aujourd'hui il y a l'humanité, c'est grâce aussi à la femme. Je suis convaincu que quand on aide les femmes, comme selon même une idée originale d'Africa Femmes Performantes, les femmes agissent, le monde change. Donc je crois vraiment au changement du monde à travers les actions de la femme. Chez nous au Mali, le cas des femmes rurales est vraiment pertinent pour qu'à 100%, il y a 90% qui sont femmes rurales, qui n'ont pas le moyen d'avoir accès au crédit pour pouvoir s'épanouir. Nous sommes fiers de ce 7e congrès qui vient de se dérouler en France. Nous sommes fiers parce que tous les projets des femmes, même les femmes les plus démunies, les projets seront financés. Et nous lançons un appel à tous les investisseurs nationaux, internationaux et surtout dans nos pays respectifs plutôt, à nous soutenir. Il y a une réussite. Et c'est à partir de là, c'est à partir de ce que nous sommes en train de faire que nous allons nous libérer de la pauvreté qui est féminine. La question qui se pose donc, mesdames, est-ce que les engagements des femmes sur ces fronts-là peuvent vraiment inverser la vapeur? Parce qu'on dit que, d'ailleurs, c'est leur slogan Africa Femmes Performantes, le monde change, les femmes bougent et le monde change. Mais vraiment, peut-on espérer que les choses changent à leur avantage? Politiquement, économiquement. C'est comme ça que ça va fonctionner, c'est comme ça que ça fonctionne, ça commence tout doucement à fonctionner. Là, ces images, elles
elles me font plaisir parce que je me dis, bon, il y a une solidarité féminine qui existe et je me dis, voilà, les femmes qui réussissent, eh bien, elles vont pouvoir aussi aider celles qui réussissent moins ou qui sont en devenir de réussite. Donc voilà, c'est la chaîne. Mais puis bon, autre chose aussi, il y a un ministre, et c'est un homme qui a la promotion de la femme, je crois que c'est au Mali. Alors oui, il est au ministère. Bon, oui, bah voilà. C'est déjà un début, un bon début. Bah, c'est très bien, il faut se mélanger, mais faire confiance aux femmes aussi pour avoir du flair dans les affaires et puis pour s'aider et donc promouvoir des projets qui vont aider à sortir. Voilà, c'était très beau cette parole. C'est voilà, accéder à la liberté, c'est très voilà. Moi, je trouve que c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Quoi. Est-ce que c'est vider la mer avec une petite cuillère? C'est un peu ça. Puis bon, c'est des modèles, des modèles de femmes, certes, et donc c'est toujours bien d'avoir des modèles comme ça, mais c'est dans un système donné, on va dire, économique donné, et qui laisse quand même en plan ce système-là, pas mal de gens sur le carreau, on va dire. Donc il faut absolument aussi mettre tout le poids sur l'éducation, sur la répartition des richesses, sur une meilleure répartition des richesses. On ne demande pas la révolution non plus, mais bon, au moins que... Je pense que là, il faut... Voilà, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Moi, je serais un peu plus mitigée. Plus nuancée. Bon, alors, le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Ça. Non, mais Sylvie a raison, évidemment. Il faudrait que ces femmes qui réussissent, elles n'oublient pas de... Voilà. En ont-elles les moyens? C'est peut-être cela la question, parce que de pouvoir déjà faire... les moyens et qu'elles les obtiennent aussi, c'est toujours... C'est une autre affaire. Alors, on va quand même finir par quelque chose bientôt, ou le vote des Saoudiennes. Ah bah oui, alors bon, au royaume, une longue histoire. Au royaume ultra-conservateur d'Arabie Saoudite, avec lequel nous avons de si excellentes relations. Enfin, je parle de la France, mais d'autres pays aussi. Mais enfin, bon, faut pas oublier que les femmes n'ont pas le droit de conduire, qu'elles ne peuvent pas sortir du pays sans l'autorisation de leur tuteur, Le tuteur pouvant être le mari, le père ou même le fils, le fils ou le frère. Enfin bon, voilà. Enfin, cette fois, le 12 décembre, elles peuvent voter et se faire élire. Mais c'est pareil, il leur faut l'autorisation pour le faire. Et en plus, il y en a beaucoup. Elles pouvaient, pour faire campagne, c'était très compliqué. Elles ne pouvaient pas figurer, par exemple, sur une affiche. Bon, elles ont quand même eu plein de bâtons dans les roues. Mais on va dire, c'est un début, c'est une ouverture, c'est pas si mal. C'est même bon. Il faut le prendre pour ce que c'est. Et surtout, on découvre qu'il y a parmi ces femmes des pionnières, des suffragettes formidables. Puisqu'on nous dit que le temps qui nous est imparti est échu, je voudrais vous renvoyer sur le site d'Etheria où vous trouverez la majorité de ces sujets. En vous remerciant, mesdames, d'avoir accepté de venir parler avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.